Grand 2, qubit. Qubit signifie Quantum Binary Digit. Et nous allons d'abord rappeler ce qu'est un bit classique. Petit 1, bit classique. Un bit est la contraction de binary digit en anglais, donc un chiffre binaire ou nombre binaire, binaire signifiant en base 2. Ce qui signifie que l'on représente un nombre par deux signes, 0 et 1. On peut former tous les nombres par une suite de 0 et de 1. Mais de façon plus générale, un bit classique, c'est un système permettant de faire une distinction élémentaire. Donc c'est la plus petite quantité d'informations possible. On dit juste c'est ceci plutôt que cela. Donc c'est 1 ou 0, plus ou moins, noir ou blanc, pile ou face. C'est l'un ou l'autre. Et donc, si vous précisez la valeur en question, vous avez établi une distinction. On pouvait avoir deux choses, l'une ou l'autre, et si l'on spécifie la chose en question, on introduit la plus petite quantité d'informations possible. Donc on a donné une information, une seule, mais toutes les informations plus générales peuvent être ramenées à des combinaisons d'informations élémentaires. Petit 2, système quantique élémentaire. N'importe quel système constitué de deux états distincts est un bit classique. Le problème en physique quantique est que si vous avez deux états, alors vous en avez en fait une infinité, puisqu'on en a toutes les combinaisons linéaires possibles des deux états de base. Donc il n'existe pas en physique quantique de système qui n'aurait que deux états. On peut à la rigueur prendre un système qui n'aurait qu'un état. On a l'état psi et tous les lambda psi avec lambda dans C. Mais nous avons vu que lambda psi était le même état que psi. Donc en fait, vous n'avez qu'un seul état. Donc il ne peut pas évoluer et ça n'a strictement aucun intérêt. Si on veut réaliser la plus petite distinction possible, il faut au moins deux états possibles pour un système. Il doit pouvoir être dans tel état ou dans tel autre. Le problème est que dès lors que l'on a deux états, que l'on va noter ici ket 0 et ket 1, on en a une infinité, puisque l'on a tous les états combinaisons linéaires des deux premiers. Psi égale alpha ket 0 plus bêta ket 1, avec alpha et bêta dans C. Autrement dit, en physique quantique, il n'existe pas de système à deux états. Le système le plus simple que l'on puisse concevoir, le système élémentaire quantique, est en fait un système qui a un espace des états de dimension 2, système que l'on appelle un qubit. Pour une certaine grandeur physique, on aura un état avec une valeur bien définie, et un autre état avec une autre valeur bien définie différente, et tous les autres états, combinaisons linéaires, qui n'auront pas de valeur bien définie de cette grandeur physique. Tous les systèmes quantiques élémentaires seront les mêmes du point de vue de cette caractéristique, ils ont un espace de dimension 2. Et tous les espaces vectoriels de dimension 2 étant isomorphes, c'est-à-dire pouvant être mis en correspondance les uns avec les autres, quel que soit le système représenté, par exemple un photon du point de vue de sa polarisation, ils pourront être représentés par la même structure mathématique, celle du qubit. On peut aussi prendre l'exemple d'un électron d'un point de vue de son spin. En effet, nous verrons que toute particule de spin 1,5 est, du point de vue de son spin, un parfait qubit. Donc il y a différentes façons de réaliser un qubit, et l'on peut faire énormément de physique quantique avec ce système élémentaire. Note. On peut imaginer des tas de systèmes. Il y a beaucoup de recherches sur ce sujet actuellement, notamment dans le but de développer des ordinateurs quantiques qui vont manipuler des qubits plutôt que des bits ordinaires. Petit 3, représentation des états d'un qubit, sphère de blocs. On va prendre une base 0, 1, une base orthonormée tant qu'à faire, donc le ket 0 et le ket 1 sont de norme 1, et le produit hermitien entre le ket 0 et le ket 1 fait 0. Et donc l'ensemble des états de ce système élémentaire s'écriront ket psi égale alpha ket 0 plus bêta ket 1 avec alpha et bêta dans C. Nous allons maintenant voir comment représenter ces états. Nous avons vu que tous les vecteurs lambda psi représentent en fait le même état. En conséquence, nous pouvons toujours nous arranger pour qu'un état psi soit de norme 1. S'il n'est pas de norme 1, il suffit de le diviser par sa norme, et maintenant il l'est. Donc pour notre état psi égale alpha ket 0 plus bêta ket 1, la liberté qui consiste à pouvoir multiplier un état par n'importe quel lambda, nous permet de faire en sorte que sa norme, c'est-à-dire la racine carrée de module de alpha au carré plus module de bêta au carré, soit égale à 1. Pour cela, il suffit de définir lambda tel que lambda égale 1 sur norme de psi. On développe, et on définit maintenant les nouveaux facteurs des ket 0 et 1 comme alpha' et bêta', et psi' comme lambda psi. Et maintenant, ce vecteur d'état psi' est de norme 1. Comme lambda est quelconque dans C, on peut même s'arranger pour avoir alpha' réel positif. En effet, on peut toujours considérer un nombre complexe comme le module de ce nombre, sa version réelle si l'on veut, que l'on fait tourner d'un certain angle, sa phase. Soit ici, alpha' égale module de alpha multiplié par e puissance iθ. Et donc, si l'on multiplie alpha' par le complexe conjugué de e puissance iθ, donc e puissance moins iθ, on a maintenant un réel. Ce réel, c'est précisément le module de alpha'. On peut donc multiplier psi' par e moins iθ,
et on aura maintenant un alpha seconde réel positif. Donc, on vient de démontrer que l'on peut toujours s'arranger pour avoir un vecteur d'état de norme 1 et imposer alpha réel positif. Et donc, on peut maintenant, pour plus de lisibilité, se débarrasser de tous les primes. Puisque l'on a imposé module de alpha au carré plus module de bêta au carré égale 1, alpha est un nombre réel positif compris entre 0 et 1. Et on peut dire qu'il existe un angle, que l'on va noter oméga, tel que alpha égale cos oméga, avec oméga entre 0 et pi sur 2. Et bêta vaudra sin oméga e puissance i phi, avec phi entre 0 et 2pi. Donc tous les états possibles peuvent être écrits comme ceci. Psi égale cos oméga 4 0 plus sin oméga e puissance i phi 4 1, avec oméga entre 0 et pi sur 2 et phi entre 0 et 2pi. On a juste utilisé la liberté de multiplier le vecteur d'état par n'importe quel nombre complexe. Pour finir, on va définir θ tel que θ égale 2 oméga. L'intérêt étant que maintenant, on a θ entre 0 et pi, et phi entre 0 et 2pi, tel que le ket psi égale cos de θ sur 2 ket 0 plus sin de θ sur 2 e puissance i phi ket 1. Tout vecteur d'état d'un qubit peut s'écrire sous cette forme-là. Inversement, tout vecteur qui s'écrit ainsi représente un état du qubit. Mais on reconnaît ici les coordonnées sphériques d'un point sur la sphère unité, la sphère de rayon 1. Comment repère-t-on un point en coordonnées sphériques? Pour un point M, on a sa distance R au point 0. Ici, ça sera toujours 1. On a l'angle θ par rapport à la verticale, l'axe Z. Et si l'on prend H, le projeté orthogonal de M sur le plan, phi est l'angle entre l'axe X et la droite OH. Donc à chaque θ et phi, avec θ entre 0 et pi et phi entre 0 et 2pi, correspond à un point sur cette sphère. Par conséquent, on va pouvoir associer à chaque vecteur d'état du qubit un point sur la sphère unité de manière biunivoque. C'est-à-dire qu'à chaque point correspond un état, et à chaque état correspond un point sur la sphère, ou à une direction dans l'espace à 3 dimensions. C'est une correspondance qui pourrait sembler anodine, mais qui s'avère profonde. Il y a un lien entre l'espace des états à 2 dimensions, l'espace du qubit, et les directions dans un espace à 3 dimensions. Pour chaque direction dans l'espace, on aura une relation biunivoque avec un état particulier. Autrement dit, tout état psi correspondra à un point M de la sphère. Et la sphère qui établit cette correspondance s'appelle la sphère de Bloch. Creusons un petit peu cette correspondance. À quel point sur la sphère correspond le ket 0? On a donc ket psi égale cos de θ sur 2 ket 0 plus sin θ sur 2 e puissance i phi ket 1. Pour l'état ket 0, on a donc alpha égale 1 et bêta égale 0, soit cos θ sur 2 égale 1, ce qui implique θ égale 0. Et sin θ sur 2 e puissance i phi égale 0, ce qui implique sin θ sur 2 égale 0, soit θ égale 0. Et le phi de e puissance i phi peut prendre n'importe quelle valeur. Donc le ket 0 correspond à θ égale 0 et phi quelconque. Où est le point qui correspond à θ0 sur la sphère? Sur l'axe Z, à z égale 1, ce qui correspond à la direction UZ. On précise bien qu'il ne s'agit pas de l'axe Z de notre espace physique, mais l'axe Z de la sphère de Bloch. Remarque, si l'on prend le vecteur lambda ket 0, il pointera toujours dans la même direction. Ce sera donc toujours le même état physique. Par contre, il aura une norme de lambda au lieu de 1. Et le ket 1 correspond à cos θ sur 2 égale 0 et sin θ sur 2 e puissance i phi égale 1, soit θ égale pi et phi quelconque. Donc le point correspondant est aussi sur l'axe Z, mais à z égale moins 1, ce qui correspond à la direction moins uz. On a dit que chaque ket était associé à une direction, chaque direction a un ket. On peut donc faire la démarche inverse et partir d'une direction. À quoi correspond la direction ux? Ux correspond à θ égale pi sur 2 et phi égale 0. À quel ket cela correspond-il? Si phi égale 0, alors e i phi égale e puissance 0 égale 1. Et avec θ égale pi sur 2, on a cos de pi sur 4 et sin de pi sur 4, soit racine de 2 sur 2, ou 1 sur racine de 2, pour les deux. Ce qui nous donne le ket psi égale 1 sur racine de 2 ket 0 plus 1 sur racine de 2 ket 1. Voilà le ket qui correspond à la direction ux. Et réciproquement, on peut représenter ce ket par la direction ux. Et la direction moins ux? Moins ux correspond à θ égale pi sur 2 et phi égale pi, soit e puissance i phi égale e puissance i pi égale moins 1. Et pour θ égale pi sur 2, on a à nouveau 1 sur racine de 2 pour cos θ sur 2 et sin θ sur 2. Soit le ket psi égale 1 sur racine de 2 ket 0 moins 1 sur racine de 2 ket 1. La direction uy maintenant. Uy correspond à θ égale pi sur 2 et phi égale pi sur 2,
soit ici e puissance i phi égale e puissance i pi sur 2 égale i. Et pour θ égale pi sur 2, on a encore 1 sur racine de 2. Soit le ket psi égale 1 sur racine de 2 ket 0 plus i sur racine de 2 ket 1. Et pour finir, moins uy correspond à θ égale pi sur 2 et phi égale moins pi sur 2. Soit e puissance i phi égale e puissance moins i pi sur 2 égale moins i. Et donc le ket psi égale 1 sur racine de 2 ket 0 moins i sur racine de 2 ket 1. En résumé, question. Mais du coup, les états ket 0 et ket 1 qui sont orthogonaux dans l'espace des états sont représentés par des vecteurs collinéaires sur la sphère de bloc? Effectivement, on va même montrer que ce sera toujours le cas pour deux directions opposées. Dans la sphère de bloc, le vecteur qui correspond à une direction quelconque et le vecteur qui correspond à la direction diamétralement opposée sont toujours orthogonaux dans l'espace des états. C'est un peu troublant, mais il faut garder en tête que la sphère de bloc est juste une représentation. Ce n'est pas le même espace. D'un côté, une sphère, c'est-à-dire une surface dans un espace à 3 dimensions, et de l'autre, l'espace vectoriel complexe, un espace abstrait associé aux états. Vérifions déjà cette propriété pour ux et moins ux. Le ket associé à ux, on va le noter ket ux, et moins x, on va le noter ket moins ux. Soit dans la base 0, 1, ces deux vecteurs. Si l'on fait le bracket ux moins ux, bracket ux moins ux égale 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 multiplié par moins 1 sur racine de 2, soit 1 sur 2 moins 1 sur 2 égale 0. On pourrait faire de même avec uy et moins uy, mais faisons-le directement dans le cas général. Soit ce que l'on va appeler le ket θ phi égale cos θ sur 2 ket 0 plus sin θ sur 2 e puissance i phi ket 1. Quel ket correspond au point diamétralement opposé ici? Le θ devient pi moins θ et phi devient phi plus pi, modulo de pi si on dépasse les bornes de phi, soit le point pi moins θ, phi plus pi. Donc le ket que l'on va nommer moins entre parenthèses θ phi, c'est-à-dire celui qui est dans la direction opposée à θ phi, s'écrit ket moins θ phi égale cos de pi moins θ sur 2, ket 0, plus sin de pi moins θ sur 2, e puissance i entre parenthèses phi plus pi, ket 1. Avec la formule de l'heure, e puissance i pi égale moins 1, on simplifie l'exponentielle. E puissance i fois phi plus pi égale e puissance i phi plus i pi égale e puissance i phi multiplié par e puissance i pi égale e puissance i phi multiplié par moins 1 égale moins e puissance i phi. Ce qui nous donne cos de pi moins θ sur 2, ket 0, moins sin de pi moins θ sur 2, e puissance i phi, ket 1. On prend le bras de moins θ phi, cos de pi moins θ sur 2, bras 0, moins sin de pi moins θ sur 2 multiplié par e puissance moins i phi, bras 1. On fait alors le produit scalaire des deux. En utilisant les formules de trigonométrie, on va simplifier l'expression. On rappelle que cos de pi sur 2 moins θ égale sin θ, et sin de pi sur 2 moins θ égale cos θ. On remplace dans l'expression au-dessus et on obtient bracket θ phi moins θ phi égale sin θ sur 2 cos θ sur 2 moins cos θ sur 2 e puissance moins i phi sin θ sur 2 e puissance i phi. E puissance i phi multiplié par e puissance moins i phi égale e puissance 0 égale 1. Et il reste sin θ sur 2 cos θ sur 2 moins cos θ sur 2 sin θ sur 2. Et ça fait 0. Donc les quêtes correspondant à deux directions opposées dans la sphère de bloc sont toujours orthogonaux dans l'espace des états. Donc effectivement, cette représentation sur la sphère de bloc a la propriété qu'à chaque état correspond un point, et deux points diamétralement opposés correspondent à deux états orthogonaux dans l'espace des états. Toujours. Question. Mais à quoi sert la sphère de bloc? Nous le verrons quand nous ferons l'association entre la direction d'un spin et la direction sur la sphère de bloc, parce qu'elles s'avéreront être la même. Mais vous voyez que l'on a un espace vectoriel sur C de dimension 2, c'est-à-dire que ça a l'air d'être un espace sur R à dimension 4, puisque pour une combinaison linéaire alpha 0 plus bêta ket 1, on a la partie réelle et la partie imaginaire de alpha, et la partie réelle et la partie imaginaire de bêta. Mais à partir du moment où l'on peut multiplier le vecteur d'état par n'importe quel nombre complexe, on voit que l'on peut choisir une norme et une phase, et donc rajouter deux contraintes. Donc en fait, sur les 4 nombres réels qu'on peut choisir a priori arbitrairement, il n'y en a que 2 qui sont physiques. Raison pour laquelle cet espace vectoriel de dimension 2 sur C, donc de dimension 4 sur R si vous voulez, se ramène en fait, en tant qu'espace d'état véritablement distincts les uns des autres, à un espace de dimension 2, et peut en conséquence être mis en correspondance avec les points sur une sphère, et donc des directions dans l'espace. Donc l'espace vectoriel de dimension 2 sur C des états est en fait associé à un espace de dimension 2 sur R, et même de dimension 2 bornée, avec θ entre 0 et π, et phi entre 0 et 2π. Petit 4, représentation en vecteur colonne.
On pourrait choisir d'autres bases. N'importe quelle paire de points diamétralement opposés forme une base orthonormée parfaitement valide pour l'espace des états. On est parti de la base 0, 1, mais on aurait pu partir de ux-ux, qui est une base normée, puisque tous les points sur cette sphère sont par définition à la même distance du centre. Et elle est orthogonale, puisque l'on vient de démontrer que deux points diamétralement opposés correspondent à deux vecteurs orthogonaux dans l'espace des états. On peut en fait choisir un point M quelconque, et le point diamétralement opposé, et l'on aura deux états normés et orthogonaux qui formeront donc une base de l'espace des états du qubit. Une fois que l'on a choisi une base, par exemple 0, 1, alors tout vecteur d'état, tout ket, pourra se représenter par ses composantes dans la base en question, sous forme de vecteur colonne. Soit ici, ket psi égale alpha ket 0 plus bêta ket 1 égale le vecteur colonne alpha bêta. Et si l'on a un ket psi prime égale alpha prime ket 0 plus bêta prime ket 1, alors le produit scalaire psi psi prime s'écrira simplement le vecteur ligne alpha étoile bêta étoile multiplié par le vecteur colonne alpha prime bêta prime. Soit alpha étoile multiplié par alpha prime plus bêta étoile multiplié par bêta prime. Question. Pourquoi n'est-on qu'en dimension 2 ? Parce que l'on étudie le qubit, le système quantique le plus élémentaire, à deux dimensions. Petit 5. Opérateur linéaire. Dès que l'on a une base, on peut donc représenter tous les états comme des vecteurs colonnes, et l'on peut représenter aussi les opérateurs comme des matrices. Dans le cas du qubit, ce sera des matrices de 2. Tout opérateur sur l'espace des états est un opérateur linéaire, qui par définition prend un vecteur et en fait un autre vecteur de façon linéaire. On va noter cet opérateur A, et cet opérateur A, s'il est linéaire, peut se représenter par une matrice. Voilà un opérateur linéaire quelconque. Son action sur le premier vecteur de base, que l'on a noté ket 0, soit A appliqué à ket 0 va donner, et A appliqué au ket 1 nous donnera ceci. Et maintenant, l'application de A à n'importe quelle combinaison linéaire alpha ket 0 plus bêta ket 1 donnera la combinaison linéaire des matrices que l'on vient d'obtenir. Si maintenant on a affaire à un opérateur auto-adjoint, que peut-on dire ? Petit 6. Opérateur auto-adjoint. Supposons que A soit auto-adjoint, soit l'opérateur A égale l'opérateur A croix, donc la transposée conjuguée de A est égale à la matrice A elle-même, d'où l'on déduit A11 étoile égale A11 et A22 étoile égale A22, donc A11 et A22 sont réels, et on a aussi A12 étoile égale A2A. Par conséquent, si notre système est un système élémentaire, un qubit, et si l'on choisit des opérateurs auto-adjoints, c'est-à-dire des opérateurs qui vont représenter des observables, des grandeurs physiques de plein droit sur le système, ils seront représentés par une matrice de ce type, avec lambda et mu dans R et A dans C. Donc voilà la représentation la plus générale de n'importe quel opérateur auto-adjoint, et toutes les grandeurs physiques que l'on peut imaginer mesurer sur ce système s'écriront ainsi dans une base quelconque. On va prendre des exemples de matrices auto-adjointes. Le premier, trivial, est la matrice identité. Donc ici, lambda et mu valent 1 et A vaut 0. C'est un opérateur de plein droit, auto-adjoint, pour lequel tout vecteur est vecteur propre, avec la valeur propre 1. C'est une grandeur physique que l'on peut mesurer, elle vaut 1 dans tous les états, et donc elle n'a aucun intérêt. Un autre exemple, c'est la troisième matrice de Pauli, que l'on va noter sigma 3. Ceci représente bien un opérateur auto-adjoint, avec des réels sur la diagonale et 0 sur l'autre diagonale. Et l'on a également les deux autres matrices de Pauli, sigma 1 et sigma 2. Voici 4 exemples d'opérateurs auto-adjoints qui agissent sur l'espace des états d'un qubit, qui correspondent donc à des grandeurs physiques mesurables. Il est facile de montrer qu'elles sont linéairement indépendantes, c'est-à-dire qu'il est impossible d'en obtenir une en multipliant une autre par un complexe. Et par ailleurs, on voit que l'espace vectoriel des opérateurs auto-adjoints sur cet espace, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les matrices possibles et imaginables qui sont de cette forme-là, est un espace de dimension 4. On peut choisir 4 nombres. Lambda et mu peuvent être quelconques, A peut être quelconque dans C, c'est-à-dire que sa partie réelle et sa partie imaginaire peuvent être quelconques. Par contre, une fois que vous avez A, alpha étoile est fixé. Donc en fait, vous avez le choix entre 4 nombres réels, avec lesquels vous pouvez former toutes les matrices de ce type. Ce qui signifie que les 4 matrices de Pauli génèrent l'espace de tous les observables possibles dans cet espace des états du qubit. Donc avec ces 4 matrices de Pauli, vous pouvez construire n'importe quel opérateur auto-adjoint sur l'espace des états. Toutes les observables sont des combinaisons linéaires de ces 4 matrices-là. Elles jouent donc un rôle évidemment très important. Donc, si l'on prend une grandeur physique G, l'opérateur associé à n'importe quelle grandeur physique pourra s'écrire comme ceci. On voit que A2 vaut alpha, A3 vaut bêta, et pour A1 et A4, on a le petit système à deux inconnus ici à résoudre, qui nous donne lambda plus mu sur 2 pour A1 et lambda moins mu sur 2 pour A4. Toute matrice auto-adjointe s'écrit comme une combinaison linéaire réelle, les facteurs ici devant les matrices sont réels, des matrices de Pauli et de la matrice identité. Autrement dit,
Ces 4 matrices forment une base de l'espace vectoriel des opérateurs auto-adjoints. On va maintenant s'intéresser aux valeurs propres et aux vecteurs propres des 3 matrices de Pauli. La matrice sigma 3 est en diagonale, ses valeurs propres se lisent sur la diagonale. Donc sigma 3 a pour valeur propre 1, associé au vecteur propre ket 0, et pour valeur propre moins 1, associé au vecteur propre ket 1. Pour sigma 1, on a également pour valeur propre 1 et moins 1, avec pour vecteur propre associé à la valeur propre 1 le ket 1 sur racine de 2 ket 0 plus 1 sur racine de 2 ket 1, et pour la valeur propre moins 1, le ket 1 sur racine de 2 ket 0 moins 1 sur racine de 2 ket 1. Et pour sigma 2, associé à la valeur propre 1, le ket 1 sur racine de 2 ket 0 plus i sur racine de 2 ket 1, et à la valeur propre moins 1, 1 sur racine de 2 ket 0 moins i sur racine de 2 ket 1. Les 3 matrices de Pauli ont les mêmes valeurs propres 1 et moins 1. Il suffit de voir que la trace fait 0, donc la somme des valeurs propres c'est 0, et le produit des valeurs propres c'est le déterminant. Et vous pouvez calculer le déterminant trivialement de ces 3 matrices, ça fait moins 1. Mais on peut le vérifier. Faisons sigma 1 multiplié par le ket 1 sur racine de 2 ket 0 plus 1 sur racine de 2 ket 1, et on retrouve bien le ket 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc ce vecteur est bien vecteur propre de cet opérateur pour la valeur propre 1. Et l'on peut faire la même vérification pour le vecteur associé à la valeur propre moins 1. On rappelle que, quelle que soit la dimensionnalité de l'espace, quelles que soient les grandeurs physiques impliquées, deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes sont toujours orthogonaux, leur produit scalaire est nul, on l'a vu. Ici, le produit hermitien entre le ket 0 et le ket 1 fait 0, par construction. Et pour les vecteurs propres de sigma 1, on retrouve également 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 multiplié par moins 1 sur racine de 2 qui fait 0. Pareil pour les vecteurs propres de sigma 2. Or, ces vecteurs propres nous rappellent quelque chose. Ce sont les quêtes qui correspondent aux directions UX, UY et UZ sur la serre de bloc. Les vecteurs propres de sigma 1 correspondent à UX et moins UX. Ceux de sigma 2 sont UY et moins UY. Et pour sigma 3, UZ et moins UZ. Les matrices de Pauli ne sont pas n'importe quelle matrice. Ce sont celles qui ont pour valeur propre plus 1 et moins 1, avec pour vecteur propre associé les quêtes correspondant aux 3 axes sur la serre de bloc. Pour l'instant, cela semble juste anecdotique en quelque sorte. Le lien avec les directions dans le vrai espace tridimensionnel n'existe pas encore. Cette sphère de bloc est une sphère abstraite, qui sera valable pour n'importe quel type de qubit, mais il se trouve que quand le qubit en question est un spin ennemi, comme celui d'un électron, la direction dans laquelle pointe le spin dans l'espace physique, pour autant que l'on puisse lui donner un sens, et l'on peut justement lui donner un sens via cette sphère, correspond à la direction du ket en question dans l'espace de bloc. On verra ça tranquillement. Donc ces matrices de Pauli sont vraiment au cœur de toute la physique des qubits, puisque, encore une fois, quel que soit le qubit, que ce soit un photon, un électron, un atome, n'importe quoi qui a un espace vectoriel associé de dimension 2, sera le même système quantique en quelque sorte, puisque l'on pourra le représenter dans le même espace vectoriel à 2 dimensions.